Donc, qu'est-ce qu'un gros hacker? Un gros hacker, un gros hacker se doit d'avoir un état d'esprit, ce qu'on appelle à la MacGyver en France. Okay. Donc, couteau suisse, bidouilleur, etc. Plusieurs expertises, et souvent ils travaillent pour des startups. Alors ça a changé, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est toujours le cas. Quasiment tous les gros hackers travaillent pour des startups. En France, il y a une démocratisation du gros hacking, ce qui fait que même des TPE, des solopreneurs, des consultants, des PME, quelques ETI et quelques grands groupes maintenant utilisent des gros hackers. Il y a même certains grands groupes qui ont créé des hacker house avec à l'intérieur des gros hackers, des grosses marketeurs, des grosses products, etc., etc. Ça prend tout simplement un concept qui est assez connu dans le milieu du développement ou de l'éducation, ce qu'on appelle les courbes d'apprentissage. Courbe d'apprentissage en I, en T et en M. La courbe d'apprentissage en I, on a une seule expertise. Par exemple, on va à l'école, on fait un bac plus 3, bac plus 5 sur du marketing. Et toute sa vie, pendant 30, 40, 50 ans, toute sa vie active de travail, on ne va faire que le même métier. Donc ça, c'est un peu l'ancienne génération. Avant les années 90, même parfois avant les années 2000, c'était vraiment que ça. Hein. Le but du jeu, c'était d'avoir le bac. Déjà, on était très contents. Et ensuite, d'avoir un bac plus 3, un diplôme, tout simplement, pour espérer obtenir le job de sa vie, le CDI de sa life. Et on fait 30-40 ans dans la même boîte et on fait toujours la même chose. Donc on devient forcément expert. Mais expert dans un seul domaine. D'où le I. Ensuite, on a vu l'apparition du T-shape. En fait, tous les gros hackers sont minimum T-shape. Là, c'est pas vraiment en termes d'âge, c'est plus en termes d'état d'esprit. Toutes les personnes qui arrivent tout simplement à regarder un écran, à regarder son téléphone en même temps, à regarder la télé en même temps, en fait, le cerveau a créé des neurones, des synapses en plus, enfin des connexions différentes, pas forcément en plus, mais différentes des anciennes générations, ce qui fait qu'on rapidement, on peut obtenir, on peut aussi se former bien entendu plus facilement, mais on peut obtenir plusieurs expertises. Alors forcément, avec des Google, des moteurs de recherche qui ont fait exploser la connaissance humaine, c'est très facile maintenant de devenir expert dans n'importe quel domaine. Alors bien entendu, on ne devient pas expert en 2 mois. La plupart du temps, ça prend du temps. Partez du principe, ou plutôt partez de la règle des 10 000 heures. Quand on a travaillé 10 000 heures sur un sujet, on devient expert. Ça a été prouvé par des études, hein, par plusieurs études. La dernière en date, c'est en 2020, je crois, ou 2021, dans l'école de musique en Allemagne. Une école de musique, je crois que c'est l'Opéra d'Allemagne, ou de Berlin, Opéra de Berlin, ou Opéra de Munich. Et tout simplement, c'est une école. Et en moyenne, les élèves, sur 3-4 ans, ou 3-5 ans, ils font 2000 à 3000 heures de pratique. Donc ils pratiquent le violon pendant 2000 à 3000 heures. Ensuite, ils sortent de là, ils ont un beau job. Ils ont remarqué que toutes les personnes qui faisaient forcément plus de 6000 à 8000 heures avaient des meilleurs jobs. Par contre, toutes les personnes qui faisaient plus de 10 000 heures, en 3 à 5 ans, ça devenait des experts internationaux. C'est-à-dire que c'était vraiment les meilleurs experts dans leur domaine dès qu'ils passaient la barre des 10 000 heures. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes et certains élèves qui faisaient moins de 10 000 heures, qui faisaient 9 000 heures, bah, ils ne devenaient pas experts internationaux. Donc plus la peine de faire des écoles, plus la peine de prendre 5 ans, 8 ans, 10 ans d'études. Alors bien entendu, hein, il y a des métiers comme la médecine, ce genre de choses, vaut mieux les faire quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quelle compétence peut être trouvée sur Internet et apprise. Et si on pratique pendant plus de 10 000 heures, on devient, quoi qu'il arrive, expert dans ce domaine. Le T-shape, justement, ça rentre dans cette catégorie, c'est-à-dire que c'est une personne qui a 1 à 3 expertises. Ça veut dire que cette personne, elle est experte dans plusieurs domaines, mais qu'en plus de ça, elle a des notions théoriques, pratiques et d'enseignement dans d'autres domaines. Donc je vous ai mis des exemples: social media manager, content marketer. Donc social media manager, il se doit de connaître plusieurs réseaux sociaux et d'être expert dans plusieurs réseaux sociaux. Hein. Et dans la gestion aussi. Et le content marketer, pareil. Il se doit de savoir copywriter, faire du storytelling, créer des stratégies de contenu via le mailing, via des landing pages, des pages de vente, etc., etc. Et on a vu l'apparition du M-shape. Le M-shape, c'est le profil multitâche. C'est la génération M, la génération multitâche. Donc c'est une génération, comme je vous disais, c'est pas une génération d'âge, c'est une génération, de moyens.
ok, d'habitude. Si vous êtes habitué à être sur votre téléphone, à regarder la télé en même temps et à écouter de la musique de l'autre côté, vous êtes de la génération M, même si vous avez 60 ans. Donc je vous ai mis product designer plus codeur. Donc ça c'est quelqu'un qui peut coder un produit et le designer. Big data électronique, une personne qui va créer un robot et qui va lui intégrer beaucoup de données à l'intérieur du robot pour créer par exemple un robot intelligent. Et je vous ai mis aussi musicien et animateur. C'est-à-dire vous pouvez être animateur radio et musicien de l'autre côté. Ou animateur télé et musicien de l'autre côté. Ou chanteur. Ce que je veux dire par là en fait c'est que c'est pas du tout réservé au métier du digital, les courbes d'apprentissage. C'est vraiment à tous les métiers. C'est-à-dire que vous pouvez être boulanger et boucher. Je vous ai mis justement cette version-là de 2017, du T-Shape, marketeur en l'occurrence, vu qu'on fait du marketing, c'est mieux. Et là, vous voyez, c'est quelque chose ça que vous pouvez faire dans un document Excel, CSV ou un Google Sheets, et tout simplement vous remplissez les cases avec vos propres compétences. Donc, vous remplissez, vous prenez votre CV et vous remplissez toutes les compétences que vous avez apprises. Par contre, il y a une façon de remplir ces cases. La première ligne, c'est ce qu'on appelle la théorie. C'est-à-dire là, imaginons, je vous fais un cours théorique à 100%. Vous allez pouvoir mettre gross marketing ici, et gross hacking. Ensuite, il y a de la pratique. C'est la deuxième ligne. Tout ce que vous allez pratiquer, vous allez pouvoir le mettre ici. Donc moi, à la fin de ce cours, vous pourrez mettre pratique. Ensuite, il y a l'enseignement. Là, c'est tout ce que vous pouvez enseigner. Donc souvent, pour enseigner, il faut faut de la théorie et de la pratique, en fin de compte, et pendant pas mal d'heures. Mais, alors souvent, on me dit, ouais, mais comment moi je peux savoir que je peux enseigner, par exemple, le référencement organique, ou le marketing digital, sans devenir professeur, alors, ou formateur. C'est pas un souci. Vous prenez une personne qui n'y connaît rien du tout dans votre domaine, essayez de prendre quelqu'un soit de très jeune, soit de très âgé, et cette personne, vous lui expliquez le plus simplement possible une notion complexe. Donc, par exemple, vous allez dire à une personne, oui, alors le référencement organique, l'optimisation des moteurs de recherche, c'est tout simplement un moyen pour arriver dans les premiers résultats du moteur de recherche de Google. Et vu que la personne elle a déjà utilisé Google, elle va comprendre que ok, c'est pour se placer tout en haut de Google, sur les premières pages. Vous voyez, c'est très simple. En fait, il faut vulgariser des notions qui sont de base complexes. En fait, c'est plus la vulgarisation et la pédagogie qui vont vous permettre de dire ok, je peux enseigner en fin de compte. Pas besoin de devenir formateur, forcément. Et ensuite, on a les expertises. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais comment je deviens expert? Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la règle des 10 000 heures. C'est une des façons. Okay, si vous faites plus de 10 000 heures sur un sujet, vous savez que vous êtes expert, quasiment, à 100%. Et il y a surtout une autre façon, parce que je vous disais, c'est expert international, et, ce genre de choses. C'est lorsque vous allez être reconnu par vos pairs. Donc les personnes de votre milieu vont parler de vous, vont vous valider. Okay, à partir du moment où ils vont vous valider, c'est que vous êtes devenu expert. Donc, je vous ai mis quelques exemples. C'est vraiment pour vous expliquer que le gros, en fin de compte, le gros hacking, vous le voyez depuis toujours. Vous savez juste pas qu'il existe, en fait. Dropbox, vous vous souvenez de Chanelis, le papa du gros hacking? Lui, il a mis en place le fameux concept « fake it until you make it », que vous avez déjà entendu. Donc, c'est on fake, on ment, entre guillemets, okay, on ment sur un produit ou un service ou une offre qu'on met en place avant de le construire. Pour vous donner un exemple simple, imaginons, moi je veux vendre une formation sur l'analyse de données. Je vais faire un post sur LinkedIn, je vais faire une page de vente, formation, analyse de données. Je vais envoyer, je vais faire de la pub, etc. Je vais faire du contenu. Si j'ai 0 inscrit, ou si j'ai 3 inscrits, eh ben j'annule la formation, je rembourse les gens. Si je vois que j'ai plus de 10 inscrits, 20 inscrits, 30 inscrits, je crée la formation. Ça, c'est du fake it until you make it. Le seul problème de ce concept, c'est qu'il y en a certains, ils se sont arrêtés au fake it, et ils ont pas fait de make it, quoi. Donc, bon, ça c'est un peu problématique. Donc Dropbox, ce qu'ils ont fait au début, ils ont pas d'argent, ils sont 3-4, ils ont $1 500. Avec les $1 500, ils se disent, ils font le tour des boîtes, enfin des fonds d'investissement de la Silicon Valley, il y a aucun fonds d'investissement qui veut investir chez eux. Ils créent une fausse vidéo via un motion designer, et cette fausse vidéo,
Et ben en fait, on voit le produit bouger. Okay, on voit la souris qui bouge, qui met des documents. Dropbox, c'est comme Google Drive, pour faire simple. Et donc on voit, ça fonctionne bien, c'est rapide, voilà, c'est lisible, c'est cool. Ils prennent cette vidéo, ils refont tout le tour des fonds d'investissement. Il y en a un qui accepte de donner 12 millions. Et à partir de là, tous les investisseurs de la Silicon Valley veulent investir chez Dropbox. Ça devient Dropbox, l'entreprise qu'on connaît à l'heure actuelle. Pour moins de 1500 $, ils ont généré des millions d'investissements. Et grâce à ces millions d'investissements, ils ont réellement créé le produit par contre. D'où le fake it until you make it. L'exemple de Twitter, le data analyst de Twitter a remarqué que tous les utilisateurs actifs de Twitter, à leur inscription, ils s'abonnaient à au moins 10 comptes. Et tous ceux qui s'abonnaient à plus de 10 comptes, bah, ils restaient tout le temps sur Twitter, ils revenaient tous les jours, toutes les semaines. Tous ceux qui s'abonnaient à moins de 10 comptes, ils utilisaient plus Twitter. Donc c'était des utilisateurs inactifs. Ça ne servait à rien. Un réseau social, c'est valorisé en termes d'argent, c'est valorisé par rapport au nombre de leurs utilisateurs actifs. Donc ils ont modifié l'inscription, et désormais, à chaque fois c'est un gros hack qui existe encore aujourd'hui, hein. Et à chaque fois qu'ils ouvrent un nouveau pays, eh ben vous allez avoir à l'inscription des propositions de follow, d'abonnement. Et si vous ne vous abonnez pas, vous ne pouvez pas vous inscrire. C'est-à-dire qu'ils ont perdu énormément d'utilisateurs, qui avaient la flemme de s'inscrire à 10 comptes. Par contre, ils ont gagné énormément d'utilisateurs actifs, ce qui a fait péter leur valeur. Mais c'est surtout un gros hack pour vous montrer que un bidouillage de la croissance n'est pas juste éphémère. Souvent, on va vous dire que les grosses hacks, en moins d'un mois, en moins de 6 mois, ils n'existent plus. En fin de compte, c'est vrai dans pas mal de cas. Okay, mais d'autres grosses hacks deviennent, en fait, par la suite, si le gros hack reste pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça s'intègre dans ce qu'on appelle le creative marketing ou aussi le technical marketing, donc un ensemble de techniques de marketing. C'est pour ça que souvent on confond les deux, le gros hacking et le web marketing, parce que certains gros hacks sont devenus des techniques de web marketing. Donc je vous mets Michel Augustin, j'ai été validé par Michel Augustin sur Instagram en parlant de ce gros hack. Hein. Bon, par contre l'histoire est longue, je vous la fais en bref. Donc ce qui se passe, ça fait 10 ans que qu'Augustin et Michel, les boss de la boîte de Michel Augustin, essaient d'avoir un partenariat avec Starbucks. Ils n'y arrivent pas. Ils ont mis toutes leurs équipes dessus, des business développeurs, des commerciaux, ce que vous voulez. Ça fonctionne pas. Ils demandent à leurs 2 community managers d'obtenir un rendez-vous avec quelqu'un de chez Starbucks, un responsable de chez Starbucks. Les community managers se regardent et se disent « on est cuit ». Ils commencent à créer une stratégie de contenu en utilisant justement leurs réseaux sociaux, Twitter, Facebook et YouTube. Ils se disent, bah, ce qu'on va faire, on va créer une série de vidéos et on va partager un hashtag sur Twitter. Allez Howard, un café. Howard, c'était le CEO de l'époque, le boss de Starbucks. Il commence à publier régulièrement, tous les jours. Et donc, il commence à publier les vidéos sur YouTube en même temps. Ça fonctionne, il y a de la viralité, les gens commencent à se prendre en photo avec un mug Allez Howard et le hashtag Allez Howard, un café. Et rien. Les boss de la boîte, Augustin et Michel, demandent au community manager, enfin, leur demandent pas, leur dit tout simplement, vous allez aller à Seattle, où il y a le siège de Starbucks, et vous allez dégoter un rendez-vous. Ils vont là-bas, pendant une semaine, ils essaient, 0 rendez-vous. Pas un appel, pas un responsable qui veut parler avec eux. Ils vont dans tous les Starbucks du coin, ça fonctionne pas. Et en fait, très rapidement, enfin, au bout de quelques semaines, sur Twitter, le hashtag Allez Howard un café, il commence à se transformer en bad buzz pour Starbucks. Parce que tous les Français commencent à dire, mais ils se prennent pour qui Starbucks à pas vouloir juste un petit café, un petit 15 minutes, un rendez-vous de 15 minutes, juste pour discuter avec la petite boîte française. Les expatriés aux États-Unis et au Canada commencent à faire la même chose. Ils commencent à traduire les tweets et à les mettre aussi en anglais. En bourse, le cours de Starbucks commence à descendre. Commence à chuter, il commence à perdre des millions. Okay, l'assistant de la bras droite du CEO appelle la bras droite et lui demande qu'est-ce qui se passe. Donc la bras droite elle comprend pas, elle dit bah je sais pas, on est en train de perdre des millions. Ok, on est en train de perdre des millions, mais pourquoi? Parce que vous n'acceptez pas un rendez-vous de 15 minutes avec une petite boîte française. Okay, elle comprend pas puisque voilà, c'est pas venu jusqu'à ses oreilles jusqu'à maintenant. À partir du coup de fil, 2 heures après, les community managers de Michel Augustin ont obtenu un rendez-vous avec le CEO
Howard dans un Starbucks. Ils sont rentrés dans un Starbucks, ils sont restés 2-3 heures. Ils sont ressortis avec un contrat de partenariat de 10 000 boutiques, de 1000 boutiques, ce qui équivalait à l'époque à 10 millions de dollars. Je l'avais calculé avec des élèves. À 10 millions de dollars donc. Désormais, Michel Augustin, c'est dans plus de 10 000 Starbucks dans le monde, ce qui fait un contrat de 100 millions de dollars. Donc, stratégie créative, hein, stratégie de contenu, stratégie sur les réseaux sociaux, optimisation des réseaux sociaux, viralité, recommandation, bouche-oreille positive d'un côté, bouche-oreille négative de l'autre, ce qui a permis de générer justement le contrat de partenariat à 100 millions. L'exemple d'Uber, vous l'avez sûrement déjà vu hein, à l'époque en tout cas. À chaque fois que vous vous connectiez sur Uber, vous pouviez envoyer un message, enfin une URL plutôt, un lien à quelqu'un de votre entourage, et cette personne avait une course gratuite. Et vous receviez une course gratuite. Grosse hack de revenus, donc de monétisation, c'est le fameux bouche-oreille. Alors c'est aussi un gros hack de référol, hein, de recommandation. Alors ça, c'est toujours en place ce gros hack, mais en place dans les pays qui vont ouvrir. Donc ça fait forcément du bouche-oreille positif. Tout le monde a commencé à s'envoyer les liens et à prendre des courses gratuites chez Uber. Donc ils sont très très bons en gros hack et leur team de growth, donc leur team de croissance, est l'une des plus connues et des plus puissantes, avec bien entendu celle de Facebook et celle d'Airbnb. Airbnb, on les appelle les pirates de la Silicon Valley, tout simplement parce que eux c'est dans leur ADN. Le gros hacking est dans leur ADN depuis les balbutiements, depuis les premières ventes. Ils faisaient des gros hacks. Un de leurs premiers gros hacks, c'était de vendre des boîtes de céréales avec Barack Obama et de l'autre côté le concurrent de Barack Obama, et ils vendaient la boîte de céréales 25 balles, 25 dollars. Ils en ont vendu des dizaines et des dizaines. Ils ont gagné, je crois que c'était 10 ou 20 000 dollars, un truc comme ça. Et grâce à ces 20 000 dollars là, ils ont créé justement Airbnb. Donc bref, eux ils ont toujours été dans le gros hacking. Le premier, c'est tout simplement de faire appel à des photographes professionnels. Donc au lieu de prendre des agences photos, ils ont créé une petite plateforme avec un formulaire à remplir pour des photographes. Et tous les utilisateurs d'Airbnb, quand ils prenaient en photo avec les téléphones, vous savez, c'est pas les téléphones de maintenant avec 20 mégapixels, etc. C'était vraiment des photos affreuses, mal cadrées, pixelisées, bref. En tant qu'utilisateur, vous ne vouliez pas louer un bien sur Airbnb, tout simplement. Parce que très très mauvaise photo. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait appel à des photographes professionnels. Et de l'autre côté, tous les clients d'Airbnb, enfin toutes les personnes qui louaient leurs biens plutôt, ou c'est leurs clients, ils avaient un petit bouton, ils avaient accès à un petit bouton, et ils cliquaient sur faire appel à un photographe. Obtenir des photos de qualité. Okay, c'était juste un petit bouton, ils cliquaient dessus, et en fait ils avaient un rendez-vous en automatique pour 0 €, donc ils n'avaient rien à payer, et un photographe venait chez eux et prenait des photos professionnelles de leurs biens. Ces photos étaient ensuite transférées sur le site internet, et c'est pour ça qu'Airbnb a augmenté sa qualité, son expérience utilisateur, son interface utilisateur, ce qui a permis justement de générer de plus en plus d'utilisateurs actifs, parce que le site était de plus en plus beau, les photos de plus en plus belles, et là par exemple si vous allez sur le Bon Coin immobilier, vous allez voir que parfois il y a des photos, c'est n'importe quoi. Sur Airbnb, c'est très compliqué de voir de mauvaises photos, parce qu'il y a vraiment une équipe derrière qui s'occupe de ça. Désormais, cette fonctionnalité, c'est un gros hack, donc gratuit. Cette fonctionnalité, elle est désormais payante. C'est-à-dire que si vous êtes chez client Airbnb et que vous demandez à faire appel à un photographe professionnel, vous allez payer. Ensuite, on a l'API hack. Donc celui-là, c'est ce qui a fait entre guillemets l'aide de noblesse d'Airbnb, mais ce qui les a aussi fait passer pour les pirates de la Silicon Valley. Parce qu'ils ont fait quelque chose qui est illégal, tout simplement. Dans le web, dans le digital en général, on a ce qu'on appelle le côté black hat, c'est tout ce qui est illégal sur le web. Okay. Donc par exemple, quand on dit pirate informatique, souvent quand on entend pirate informatique en France, on dit oulala, c'est quelqu'un avec une capuche qui pirate des données, qui vole des cartes bleues sur internet, ce genre de choses. Ça c'est illégal, c'est black hat. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle les white hat. C'est ceux qui travaillent pour les antivirus par exemple. Okay, c'est des personnes qui travaillent dans la cybersécurité, mais pour quelque chose de légal justement. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle le grey hat. Donc le grey hat, c'est alors c'est des chapeaux, hein, le chapeau gris. Le chapeau gris, c'est tout simplement
une personne qui évolue dans des flous juridiques. On ne sait pas encore si c'est bien, on ne sait pas encore si c'est mal. Il n'y a pas encore de loi dessus. Airbnb, ce qu'ils ont fait, c'est du black hat. Donc, le scrapping, c'est extraction de données. Hein. Ils ont extrait les données de Craigslist. Craigslist, c'est le bon coin américain, pour faire simple. Sur Craigslist, il y avait Craigslist immobilier. Et donc, ils faisaient des millions d'euros de chiffre d'affaires par mois, juste en location de biens, en achat de biens, etc. Parce qu'ils prenaient une commission à chaque fois. Donc, ce qu'ils ont fait Airbnb, ils se sont dit, bah attends, en fait, c'est notre plus gros concurrent. Bah, ce qu'on va faire, à chaque fois qu'une personne va s'inscrire sur Airbnb, on va lui proposer, avec un petit bouton, on va lui proposer si oui ou non elle veut apparaître sur Craigslist. Son annonce veut apparaître sur Craigslist. Bien entendu, tout le monde disait oui. Enfin, même pas, parfois l'opt-in, vous savez, la petite case à cocher, elle était déjà cochée en fait. Donc tout le monde s'inscrivait à Airbnb, et toutes leurs annonces atterrissaient en dupliqué sur Craigslist immobilier. Le truc, c'est que sur Craigslist immobilier, bah, toutes les personnes qui arrivaient, ils avaient un trafic de plusieurs millions d'utilisateurs, hein. C'était 10 millions par mois sur juste la partie immobilier de Craigslist, c'est énorme hein, Craigslist. Et à chaque fois qu'ils voyaient les annonces, des annonces super belles, vous vous souvenez, avec un super design, avec des super photos, avec un bon texte, etc. Bon, attends, c'est super qualitatif, je vais louer ce bien. Ils cliquaient sur le bouton, et au lieu de payer sur Craigslist, ou de se mettre en relation via Craigslist, ça les envoyait directement sur Airbnb. Ils ont réussi à faire ça pendant 9 mois. Craigslist, la partie IMO, elle est passée de 10 millions d'utilisateurs à 1 million d'utilisateurs par mois. Airbnb, ils sont passés de 1 million d'utilisateurs à 10 millions d'utilisateurs par mois. Ce qui a fait péter Airbnb, exploser Airbnb. C'est comme ça que Airbnb est devenu une licorne, une startup valorisée plus d'1 milliard de dollars. Craigslist n'ont pas attaqué Airbnb, tout simplement parce que quand ils ont contacté les boss d'Airbnb, ils ont dit « Ah bah non, c'était un développeur qui a fait ça, on lui a même pas demandé. » Voilà. Ils ont quand même voulu les attaquer. Le problème, c'est que Airbnb était devenu une licorne, et donc une entreprise avec des dizaines et des dizaines d'avocats. Craigslist a fait le calcul, et en fait, s'ils attaquaient Airbnb, ça leur faisait beaucoup trop à dépenser pour obtenir réparation. Donc ils ne les ont pas attaqués. Un peu sûrement pour redorer leur blason, leur image. Ils ont fait juste après, enfin quelques mois après, ce qu'on appelle le PR hack, relations presse, le bidouillage de relations presse. Ils ont aidé à la reconstruction après l'ouragan Sandy, mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont travaillé avec des leaders locaux. En fait, aux États-Unis, vous savez, il y a beaucoup d'ouragans, ce genre de choses, de tornades, etc. Et quand ça arrive, c'est très compliqué de s'orienter. Et donc, ils font ce qu'on appelle des petits guides. Et en fait, ces guides-là vous permettent de savoir, en tant que sinistré, où aller manger, où aller dormir, etc. Donc, c'est très important. Et en fait, Airbnb, ils ont pris plein de leaders locaux, ils se sont associés à plein de boîtes, et ils ont commencé à partager, justement, ce PDF-là, et un lien qui s'appelait disasterassistant.gov, un truc comme ça. Donc, qui permettait aux sinistrés de cliquer sur le lien ou de lire le guide, et donc un peu de se sauver la vie, quoi. Parce que si vous restez dehors pendant qu'il y a un ouragan, c'est pas le top. Donc ce lien, il a été envoyé à plus de 10 000 membres de groupes Yahoo, de leaders locaux, d'influenceurs, qui ont aidé à la reconstruction de New York, du New Jersey. Les promotions de ce lien, ils ont obtenu 74 000 likes. Le lien, il a été retweeté 214 000 fois, donc des millions et des millions de personnes l'ont vu. Ça a permis d'aider des gens et surtout de sauver des vies. Bien entendu, c'est un hack de referral, de recommandation. Ok? Donc, journée type dans la pause d'un gros hacker. Donc, la journée type d'un gros hacker, alors ça fluctue, ça dépend dans quelle boîte, si on est dans une start-up, une TPE, une PME, une TI, un grand groupe, forcément. Parfois on ne fait que 2 choses, parfois ça c'est une semaine type d'un gros hacker, parfois c'est un mois type, ça dépend vraiment. Donc, on commence la journée par des veilles. Donc des veilles du web, des veilles concurrentielles, des veilles sur les réseaux sociaux. Souvent on utilise des techniques qui sont assez connues, hein, comme la méthode Pestel, les études de marché. En termes d'outils, on utilise souvent Google Trends, des outils comme Pocket, Evernote. Ensuite on analyse les données des stratégies qu'on a mis en place, via du Google Analytics, via du Kissmetrics, Mixpanel, Amplitude. Ensuite on fait du scrapping. C'est la recherche de bases de données utiles à scraper, à extraire, afin de récupérer des leads qualifiés. Donc le but c'est de scraper les bases de données, de vérifier et de tester les mails,
de faire un rapport détaillé dans un document Excel ou un CSV ou un Google Sheets. Et pour ce faire, on utilise plusieurs outils comme Data Miner, Email Hippo. Ensuite, on a le référencement naturel, donc optimisation des moteurs de recherche. On a le référencement payant, donc Google Ads, ou Display 360, ce genre de choses. Ensuite, on a le social media marketing et le social media management. Alors, ils appellent ça le SMM. Moi, j'aime bien les différencier parce que le social media marketing, c'est pas forcément du management et vice versa. Donc là, vous avez des outils, vous avez plein d'outils différents. Ça va être Buffer, Hootsuite, etc. Ensuite, on a le SMO. Donc le SMO, c'est le fait de développer ses réseaux sociaux, de les relier au site web, à l'application, au blog, d'intégrer ses réseaux sociaux sur le site web. Donc le but, c'est d'optimiser les taux d'acquisition, d'activation et de rétention et de referral venant des réseaux sociaux. Donc là, vous avez du TweetDeck, BuzzSumo. Vous avez un autre que j'aimais bien, comment il s'appelait, KingSumo, je crois. Vous avez Mention aussi, qui est pas mal. Ensuite, on a le SMA. Donc c'est toutes les publicités sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être via Snapchat Ads Manager, le Campaign Manager de LinkedIn, Meta Ads Manager, Facebook, Instagram, TikTok Ads Manager, etc. Ensuite, on a le mailing. Donc dans le mailing, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle le cold mailing, le mailing à froid. C'est des personnes qui vous connaissent pas du tout et vous leur envoyez des mails. Il y a le warm mailing, c'est du mailing à chaud. C'est des personnes qui se sont inscrits par exemple à votre newsletter ou qui ont accepté de recevoir vos mails. Et il y a le hot mailing, et là c'est des personnes, voilà, c'est déjà vos clients, vous ultra personnalisez, vous parlez directement avec les personnes. Donc là il y a plein d'outils, Mailchimp, SendGrid pour faire du mass mailing, il y a Brevo, anciennement Sendinblue. Ensuite on a l'automatisation. Donc l'automatisation, le but en fait c'est de test and learn toutes les stratégies. Et il y a certaines stratégies comme Google Ads par exemple, vous allez vous dire ok, là ça fonctionne, je vais automatiser les campagnes via des outils. Donc là vous avez des outils qui sont assez connus comme Zapier, Phantom Buster, Make que j'aime beaucoup, IFTTT si vous voulez automatiser votre maison, donc ça c'est assez ouf. Vous allez dire à chaque fois que vous rentrez chez vous, boum, il y a telle lumière qui s'allume. Quand vous partez, il y a telle lumière qui s'éteint ou qui s'allume. Bref, ça c'est fou. Ensuite, on a ce qu'on appelle le sales funnel, parce que le gros hacker se doit de travailler avec les équipes commerciales aussi. Donc là, le but du jeu d'un sales funnel ou d'un tunnel de vente, ça va être d'étudier le marché, de cibler les bonnes audiences, de les segmenter, de créer des pipes différents, de créer des tunnels différents. Vous allez générer des leads, les assigner aux équipes, qualifier les leads, les catégoriser. Bref, la plupart du temps, on utilise des CRM ou des PRM. Donc moi, j'aime bien Zoho, par exemple. Ensuite, on a ce qu'on appelle le design thinking, donc la pensée dessinée. Vous vous souvenez, je vous en parlais tout à l'heure. La pensée dessinée, il y a plein de techniques comme le brainstorming, le brainwriting, le 6-3-5, le scamper. Et à la fin de cette journée, en fait, vous allez réitérer le lendemain, réitérer le process. Alors soit le lendemain, soit la semaine d'après, bien sûr. Donc ça dépend des entreprises. Donc le gros, c'est assez large. Souvent, on a ce qu'on appelle des grosses teams, des équipes de grosses. Dans ces équipes, on a un métier pour un objectif. Donc ça, c'est un visuel que j'ai créé avec Jean-Paul Masclet. Donc vous avez les gros hackers. Eux, c'est accroître le trafic et la conversion, aussi la fidélisation. On a le gros marketeur. Eux, c'est valoriser l'image de marque. Donc le awareness, l'acquisition, l'activation. La grosse engineering, c'est plus les développeurs, ceux qui sont techniques. Ils vont souvent travailler aussi avec les products, les grosses products. Le gros product, c'est celui qui détermine les opportunités de croissance du produit. Donc c'est un peu le pendant du chef de produit, du product owner aussi. Le gros designer, c'est celui qui a une appétence en design. Donc il va optimiser l'UI et l'UX, l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. Le gros stratégiste, il va créer des stratégies et les mettre en place. Alors souvent, il crée des stratégies et c'est pas lui qui les met en place, ce sont les équipes. On a le gros consultant qui vient, qui donne ses conseils et qui part. Donc il ne met rien en place. Par contre, ils sont très bien payés. Et on a les head of growth. Donc les head of growth, c'est ceux, en fin de compte, qui gèrent ce qu'on appelle aussi les growth managers. Donc là, il n'y a pas. Le growth manager, c'est le chef de projet. Donc souvent, quand on a une grosse team, en fait, dans la grosse team, il se peut qu'il y ait plusieurs grosses teams.
Et donc, s'il y a plusieurs grosses teams, il y a plusieurs grosses managers, et les grosses managers, leur référence, c'est le Head of Growth, ou le Chief Growth Officer. Donc ce qui est cool avec le growth, c'est que, et vous l'avez vu, si vous avez une appétence en product, vous pouvez devenir grosse product, une appétence en design, vous devenez grosse designer, etc., etc. Donc c'est fait un peu pour tout le monde. Et donc faut pas hésiter aussi, même si vous vous dites non, moi je veux devenir traffic manager ou web marketer, d'utiliser quand même des techniques de growth.